Bonjour à tous, on est là pour parler politique avec notre expert François Deboras. Enchanté. Tu vas bien? Très bien, très bien. Est-ce que tu peux un peu te présenter Oui, donc je m'appelle François Debras, je suis politologue, j'enseigne à l'Université de Liège, à la Haute École Libre Mosane Elmo et également à Sorbonne Nouvelle à Paris. J'ai un bachelier en communication et puis j'ai fait un master en sciences politiques et je me suis spécialisé dans l'analyse des discours, ce qui permet de compiler en fait communication et sciences politiques et des discours particulièrement, enfin très spécifiques puisque c'est les discours extrémistes et les discours complotistes. En fait, mon travail interroge, vous allez dire que c'est un drôle de travail, mais moi ça me passionne, c'est les émotions qui se cachent derrière les mots ou les idéologies qui se cachent derrière les mots. Comment en fait un discours particulier, comme le discours extrémiste ou complotiste, peut nous amener à croire à des fausses évidences ou peut nous amener dans des situations de détresse émotionnelle pour après nous apporter une vérité qui n'est peut-être pas du tout évidente. Donc ça, c'est mon travail au quotidien. Sinon, ici, on va plutôt parler de politique au sens général. Est-ce que la langue de bois, ça fait partie d'un de ces discours que tu Oui, bien étudies? sûr. Oui, bien sûr. La langue de bois, pardon, c'est une technique discursive pour éviter de répondre à une question. Peut-être que je le ferai tout à l'heure Ah, par ok. rapport aux questions, mais en fait, la langue de bois, c'est quoi? Il y a différentes techniques. Par exemple, si on me pose une question désagréable et que généralement l'être humain n'aime pas dire, je ne sais pas ou j'ai pas la réponse. Donc en fait, on préfère toujours répondre, sauf qu'on n'a pas toujours la réponse. Donc en fait, on va avoir une question très très longue comme ça, et finalement à la fin, on se rappellera plus de la question. Donc on aura pu imposer notre propre sujet. Il y a des personnalités politiques qui sont très bonnes aussi. Vous pouvez leur poser une question, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour diminuer le chômage, par exemple. Et il vous répondra par mots-clés en disant alors deux choses, responsabilité et individualité. L'individualité, je pense que, et alors on part sur un autre cadre et on ne répond pas du tout à la question du chômage. Donc il y a différentes techniques comme ça qui peuvent exister. Oui. Pour esquiver les questions un peu pièges des journalistes. Oui, alors la langue de bois fonctionne que si on ne repose pas la question après. Donc ça marche très bien par exemple avec les journalistes qui n'ont pas forcément le temps ou qui n'ont pas forcément dans des émissions qui sont bien cadrées. Ici, si je réponds pas, vous me le dites. Ah, on va réinsister sur les questions alors. Parce qu'il y a des journalistes qui le font, ils insistent pour évidemment et mettre Ouais. ça en lumière justement. On peut te demander c'est quoi un vote blanc? À quoi ça sert un vote blanc? Alors en Belgique, on vit dans un pays où le vote est obligatoire, donc on doit se rendre à l'isoloir. Maintenant, on n'est pas obligé de voter pour une personnalité politique ou pour un parti politique. On peut décider, donc on va avoir un bulletin de vote, on peut décider de le rendre blanc, c'est-à-dire sans avoir coché aucune case. À quoi sert un vote blanc? Ça sert à exprimer qu'on est d'accord avec aucune des propositions qui sont présentées ou qui sont sur la table. Maintenant, à quoi sert concrètement un vote blanc? En fait, un vote blanc, on le prend, on le met sur le côté, ils ne seront pas comptabilisés pour la répartition des sièges. Donc finalement, le vote blanc n'est pas pris en compte en Belgique. Donc il va pas à la majorité alors. Non, il ne va pas à la majorité comme il ne va pas à la minorité. Maintenant, si une majorité se dégage, on considère que le vote blanc fait que la personne, comme elle ne s'est pas exprimée, elle est d'accord avec le choix des autres finalement. Est-ce que quelqu'un a des questions parmi vous à cette table par rapport au vote blanc par exemple? Pour le vote blanc, aux dernières élections, il y a eu combien de votes blancs au total en fait? Alors, j'ai pas les chiffres exacts. Maintenant, si on fait la totalité entre les votes blancs, les votes nuls, c'est-à-dire si on coche ou on fait une croix ou on écrit des insultes sur un bulletin de vote, ou l'abstention, varie en fait depuis les années 60-70 jusqu'à nos jours entre 13 et 17%. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que en fait, de plus en plus de personnes s'abstiennent, donc ne vont pas voter, et le vote blanc diminue. Donc en fait, on a deux courbes qui se croisent. Avant, on avait un vote blanc élevé et une abstention faible. Aujourd'hui, on a l'abstention qui augmente de plus en plus et le vote blanc qui diminue de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui se disent ça vaut même pas la peine d'aller dans l'isoloir voter, mais sinon, on est toujours dans la même fourchette entre 13 et 17%. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes par exemple qui seraient indécis ou qui se diraient bah ça sert à rien de voter au final Alors, comment argumenter par rapport à ça et les impliquer je au pense qu'il y a, vote? il y a peut-être deux questions. Donc, les personnes qui disent que ça ne sert à rien d'aller voter, et puis les indécis. Les personnes qui pensent qu'il ne faut pas aller voter, en fait, moi j'aime bien prendre l'image, c'est un peu comme quand on dit qu'on veut être en bonne santé et qu'on veut être en pleine forme. Si on veut être en bonne santé, il y a peut-être deux façons de procéder. Il faut à la fois faire du sport et il faut manger sainement. Si on fait que du sport mais qu'on mange que des burgers le soir, ça ne va pas aller. Si à l'inverse on mange sainement mais on reste toute la journée dans son divan, ça ne va pas aller non plus. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment différentes optiques à avoir. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes sont
de moins en moins intéressés. Il y a différentes analyses qui montrent que les jeunes sont moins intéressés par la politique, mais au sens les partis politiques, l'histoire politique belge, les institutions politiques. Et donc, il y a de moins en moins de jeunes qui sont par exemple membres d'un parti politique, membres d'une assemblée citoyenne ou d'un collectif citoyen. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle la participation conventionnelle, classique, qu'on mesure très facilement ou qu'en général les instituts de sondage ou les politologues mesurent assez facilement en fonction de différents indicateurs. Maintenant, s'il y a peut-être que certains jeunes délaissent cette forme de participation, c'est pas pour ça que les jeunes, et je crois qu'il faut tout de suite casser cette idée-là, que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. C'est pas vrai. On se rend compte que les jeunes s'intéressent à la politique, mais à travers d'autres canaux, d'autres logiques. J'ai envie de dire, par exemple, créer un blog, créer une page Instagram ou un compte Facebook sur par exemple la situation des Ouïghours en Chine, sur par exemple la question du réchauffement climatique, sur par exemple le conflit ou la guerre entre Israël et Palestine. Moi j'ai rencontré des jeunes, donc c'était des étudiants, des élèves de Réto, dans différentes écoles en communauté française. Et en fait, ces jeunes posaient plein de questions politiques. Alors, leur prof d'histoire disait ils s'en foutent de la politique. Mais de l'autre côté, ils proposaient par exemple de tirer au sort les délégués de classe pour que ce ne soit pas toujours les mêmes et qu'il y ait une certaine représentation. Ces jeunes, ils proposaient de faire un potager collectif dans l'école. Ces jeunes, ils proposaient aussi, par exemple, de féminiser les noms d'amphi. Alors, effectivement, c'est pas de l'histoire politique belge. Mais c'est pas pour ça que c'est pas de la politique. Bien sûr que c'est de la politique parce que c'est des enjeux de société. Et donc on se rend compte que si on délaisse la participation conventionnelle, il y a tout un questionnement à avoir sur comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on interroge la participation non conventionnelle dans laquelle les jeunes s'activent énormément. Moi j'ai envie de dire, si vous allez par exemple dans une grande surface et que vous boycottez par exemple Coca-Cola ou des produits qui utilisent de l'huile de palme, et ben en fait c'est politique parce qu'en fait ça traduit un certain engagement, certaines valeurs que vous allez essayer de mettre en application. Et donc la politique, c'est ça. Il y a le conventionnel, il y a le non conventionnel. Comme pour être en bonne santé, il y a le sport et bien manger. Je pense que les deux sont importants et on ne peut pas se passer l'un ou de l'autre. Quand les jeunes me disent, ben oui, mais en fait, moi, je suis très sensible à la question du climat, j'ai marché pour le climat, je suis très sensible aux inégalités et je m'investis dans différents collectifs, super. Sauf qu'en fait, la politique, elle fonctionne aussi avec les partis politiques et avec le vote. Et donc, il faut œuvrer dans les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est pas si chronophage que ça d'aller une fois tous les 4, 5 ou 6 ans mettre un petit bulletin dans une urne. Donc je crois qu'il y a vraiment les deux à faire en parallèle et à s'enrichir et à lutter sur différents fronts. Donc tu veux dire, donc d'un côté, ce serait genre plus être actif dans la société et faire des choix politiques, genre pas acheter certains produits ou faire des activités qui sont un peu politiques. Je dis pas qu'il faut absolument faire ça, mais je dis qu'en fait c'est un des éléments qu'on retrouve dans les enquêtes et quand on parle avec les jeunes, c'est une de leurs façons de se mobiliser ou de traduire leurs valeurs en action. Et je pense qu'aujourd'hui elle est négligée, on n'en parle pas assez alors qu'elle est bien présente et il faut la valoriser aussi. Maintenant, est-ce qu'elle est assez valorisée ou est-ce qu'elle a un poids suffisant par rapport aux décisions politiques ou économiques? Là c'est une autre question et je crois que plutôt que de les opposer, il faut les faire travailler justement de concert. Comment est-ce qu'on fait pour se renseigner sur les programmes politiques des partis, par exemple ? Alors là, c'est compliqué parce qu'il y a des partis qui ont des programmes qui font 1200 pages, donc il faut déjà se donner beaucoup de courage pour aller tous les lire. Moi, peut-être un exercice que j'aime bien proposer, ou alors une porte d'entrée, c'est peut-être pas l'entrée directement par les programmes, c'est plutôt, il y a plein d'outils qui existent en ligne, et donc c'est peut-être de commencer par le test électoral de la RTBF, par exemple, tout simplement. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que l'on va faire ? La RTBF, elle ne va pas nous présenter des partis, des institutions, elle va nous poser différentes questions. Que pensez-vous de ceci ? Êtes-vous d'accord ou pas d'accord, ou est-ce que vous ne savez pas ? Et donc la RTBF, elle va rentrer par des questions, par des valeurs, par différents enjeux de société sur lesquels chacun peut, alors peut-être pas avoir sur tous un avis, mais plus ou moins une opinion ou un positionnement plus ou moins affiché sur certains thèmes. Et à la fin, la RTBF va faire un classement donc des partis pour lesquels on a le plus de proximité idéologique, valorielle ou programmatique avec ces partis-là. Mais il ne faut pas voir ça comme une finalité. Il ne faut pas dire « Ok, d'accord, ce parti-là, c'est celui que la RTBF m'a dit que j'avais le plus de liens avec, donc je vais voter pour ce parti-là. » Non, je pense que l'idée, c'est de prendre les 2, 3 premiers peut-être, et alors d'aller un petit peu sur les réseaux sociaux, d'aller un petit peu sur leur site internet, de peut-être,
si on a l'occasion, lorsqu'on va à une conférence ou une soirée, on croise un des représentants ou des jeunesses de ces partis, on va leur parler. Est-ce qu'on partage certaines valeurs ou pas? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Et en fait, on s'enrichit comme ça, on s'enrichit de différents supports. On part d'un test qui n'est pas une finalité, mais qui a un début. Et de ce début, on se dit, tiens, je vais aller voir un petit peu ce qui se raconte. Et est-ce que je trouve des liens avec ces personnes ou pas? Moi, je trouve que les tests, c'est important pour débuter, mais finalement, une bonne conversation, ça n'a pas besoin d'être long, hein, une petite conversation d'une demi-heure. C'est quoi vos intérêts, c'est quoi vos portes d'entrée, c'est quoi vos volontés d'action. Déjà, ça peut un petit peu aider à clarifier en fait, la vision qu'on veut avoir. Et quand tu dis poser la question, ça veut dire que c'est rencontrer les personnes des partis, du coup. Parce que quand on parle entre amis, parfois il y a des fausses vérités ou des incompréhensions sur certains programmes. Donc comment réussir à décoder, décortiquer tout ça pour que ce soit vraiment clair en fait. Parce que j'ai l'impression que le plus grand problème pour un jeune, c'est un peu la clarté de chaque parti. Qu'est-ce qu'ils vont faire, pas faire. D'où alors peut-être la nécessité de partir plutôt sur des enjeux de société ou sur des luttes valorielles. C'est-à-dire en fait, moi je me pose pas, par exemple, j'y connais rien dans les partis politiques, et moi ce qui me touche énormément, je prends un exemple facile parce qu'il y a eu beaucoup de thématiques sur le sujet, mais les marches pour le climat par exemple. Moi c'est quelque chose qui me tracasse, je me demande dans quel monde on va vivre, le climat c'est important pour moi, etc. Alors je vais me poser la question, oui mais qui est-ce qui défend le mieux le climat finalement ? Et alors on peut aller regarder, on peut avoir des réponses assez simplement. Il y a 2 ou 3 partis en Belgique qui sont très centrés sur ces thématiques-là. Donc on peut aller voir un petit peu ce qu'ils racontent. Maintenant, si notre questionnement, c'est plutôt la lutte contre les inégalités, là on peut se poser la question, ok, moi sur lequel j'ai envie de jouer, je pense que je peux pas avoir une opinion sur absolument tout, je pense que j'ai pas envie, il y a des sujets qui m'intéressent pas, mais moi par exemple la lutte contre les discriminations c'est un truc central dans ma vision du monde et je trouve qu'on devrait beaucoup plus agir dans ce domaine-là. Ok, alors quels sont les 2-3 partis qui jouent principalement sur ces domaines-là? Et alors on va voir un peu ce qu'ils racontent, peut-être qu'on discute avec eux, peut-être qu'on se pose des questions et tout ça. Si à l'inverse on se dit génial, moi je veux lancer ma start-up, là c'est une autre thématique et on va voir un peu quels sont les partis qui sont beaucoup plus dans ces logiques-là. Peut-être que les programmes de partis sont longs, mais en général ils ont aussi des pages Instagram, Facebook, où ils peuvent mettre thématiques centrales ou les points centraux qu'on peut retrouver assez facilement. Je sais que des médias comme... alors je sais, c'est pas toujours très digeste, on n'aime pas toujours, mais des médias comme la RTBF, le soir, la Libre, essayent de publier quelques thématiques ou quelques cadres d'analyse ou grilles d'analyse. Sinon, je crois qu'aller dans des maisons de jeunes, c'est pas mal aussi pour en discuter. Ah ouais. Quelqu'un a une question? Quelqu'un veut intervenir par rapport à ça? Moi j'aurais une petite question. En fait, par rapport au retour que j'entends souvent, mais je sais pas si elle a déjà été répondue ou pas vu que j'étais occupé, c'est le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent que ouais, la politique c'est barbant, je vais voter blanc, etc. etc. Et ouais, il n'y a que des vieux, je sais pas pourquoi je devrais aller voter alors qu'il y a que des vieux, il n'y a personne pour nous représenter, etc. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose qui pourrait les motiver ou les inciter à voter, parce que j'entends souvent que ouais, je vais voter blanc ou je vais voter comme mon père, parce que voilà, ils votent toujours parce que papa a voté ou maman a voté, du coup ils vont suivre. Donc je ne sais pas trop ce qui pourrait les inciter entre guillemets à mieux se renseigner sur la politique et ainsi donc à voter pour quelqu'un dont ils auront eux-mêmes envie et pas voter parce que maman ou papa a voté. Oui, après, il ne faut pas négliger l'opinion des parents. C'est ce qu'on a. On est tous déterminés par un ensemble, par ce qu'on peut appeler des leaders d'opinion, c'est-à-dire qu'on va d'abord voter dans un premier temps comme votaient nos parents, où on va être très sensible à l'opinion du prof ou de la prof, par exemple, de la classe, qui vont un peu structurer comme ça notre pensée politique. On parle des jeunes, mais encore une fois, il ne faut pas négliger. Les adultes font aussi la même chose. Il y a des adultes qui veulent voter blanc et qui vont en fait demander à 1 ou 2 copains ou à leurs frères et sœurs pour qui tu vas voter. Et en fait, on va construire son vote en fonction de notre environnement et des personnes qui sont proches de nous. Donc, il n'y a pas que les jeunes. Maintenant, sur cette thématique-là, oui, je crois que c'est une vraie question. Cette idée sur comment motiver les jeunes, comment leur faire prendre prisme, avoir une prise sur la réalité. Peut-être que c'est vrai qu'effectivement... écouter des présidents de parti débattre les uns contre les autres pendant 2 heures à la télévision, c'est peut-être pas toujours sexy, c'est peut-être pas toujours compréhensible aisément. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunesse dans les partis politiques. Alors, certains parlent comme leurs aînés, ils ont le même langage et ils font des copier-coller.
Mais il y en a qui essayent justement aussi de tirer. Il y a des partis, des mouvements de jeunesse qui sont plus éloignés de leurs aînés. Par exemple, ils peuvent avoir des avis contraires sur certains sujets, etc. Et donc, pourquoi pas aller trouver des gens de notre âge pour parler de sujets de notre âge avec eux et voir eux comment ils posent ces questions-là. Mais je suis tout à fait d'accord sur cette idée qu'en fait, on a l'impression, et on le voit, il y a des analyses de programmes politiques qui se sont posé la question de savoir quelle était la place des jeunes dans les programmes, par exemple dans les propositions, et il y a des réponses assez inégalitaires et c'est pas le cœur de cible. On se rend compte par exemple que la génération qui vote le plus, c'est plutôt la génération qui est née dans les années 50, 60. Là, on est vraiment dans une génération, et vous l'avez sûrement tous entendu, il faut aller voter, c'est un droit, il y a des gens qui sont morts pour qu'on aille voter, etc. Et donc, on a une vraie croyance que le vote est le cœur de la démocratie et la seule façon de faire et la seule façon de participer. C'est une façon de participer, comme je le disais, on ne peut pas être en bonne santé si on ne fait que du sport ou si on ne fait que bien manger, il faut faire les deux. Mais il y a d'autres façons de faire entendre sa voix, il y a d'autres façons de participer, il y a d'autres façons de créer du commun. Alors, encore une fois, ce n'est pas un sujet, je pense, on ne va pas faire changer d'avis quelqu'un autour d'un verre en lui disant « Assieds-toi 2 minutes et je vais te prouver que le vote, c'est génial ». Je pense qu'il faut recréer du commun, recréer de l'intérêt, recréer de l'investissement. Et comment on fait? C'est en créant aussi du social. Est-ce que tu penses que le monde actuel, il est parfait? Non. Pourquoi? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec toi et qui partagent ce même avis? Oui. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? On ne peut rien faire. Oui, peut-être qu'on peut rien faire au niveau européen, au niveau belge. Mais par exemple, dans ta ville, dans ton quartier, dans ta maison de jeunes, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ton quotidien? Tout ça, on s'en rend peut-être pas compte parce que c'est peut-être pas la politique avec un P majuscule, etc. Mais c'est des moyens d'action, c'est des moyens de créer du commun et de créer des liens entre les individus. Et une fois qu'on a ces liens, ces micro-liens, on peut essayer de monter en généralité. Et l'année prochaine, on montera encore un petit peu en généralité. Puis on prend, et c'est chaque fois un escalier, et on essaye comme ça de recréer du sens. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Parfois, on est déçu, on est insatisfait. Mais je pense que c'est un travail nécessaire, en fait, de repartir de l'individu et des relations qu'il peut avoir avec ses proches. C'est de la langue de bois, ça, ou pas? Non, c'est très complet. C'est très complet. Quelqu'un veut intervenir par rapport à ça ou poser une question? Sinon, je pose moi-même une question. Tu peux nous parler un peu des fake news, par exemple si oui. C'est trop large Non, on peut parler un petit peu des fake news. Moi, j'aime bien, pour introduire le sujet sur les fake news, je crée il y a une distinction à faire qui existe en langue anglaise, mais qui n'existe pas en langue française. Donc, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, mais en fait, la langue anglaise crée une distinction entre ce qu'on appelle les false news et les fake news. Une false news, c'est quoi? C'est une information fausse au sens d'une erreur ou d'une approximation. Moi, par exemple, j'ai regardé hier un documentaire, on va dire sur les fourmis, mais en même temps, je scrollais sur mon téléphone et je n'étais pas très attentif, et j'ai appris qu'il y a une race de fourmis en Amérique du Sud qui peut manger une vache si elle est attachée en 2 heures, par exemple. Et en fait, si on retourne voir le documentaire, c'est pas 2 heures, c'est peut-être 10 heures. Parce que ça ne peut pas aller aussi vite. Ça, c'est ce qu'on appelle une false news. C'est-à-dire, je ne l'ai pas fait exprès, je me suis trompé, j'ai fait une approximation. J'étais pas très concentré, et donc mon cerveau n'a pas bien retenu l'information. False news, c'est pas volontaire. Une fake news, c'est quoi? Une fake news, c'est un fake au sens d'une imitation. Comme par exemple, on peut acheter un faux sac Gucci ou des fausses Adidas ou des fausses Converse, un faux pull Adidas par exemple avec 3D ou je sais pas, quelque chose comme ça. Là, on est dans du fake, c'est-à-dire qu'on va essayer de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Là, on se fait un pull qui se fait passer pour un faux pull de marque. Les fake news, c'est la même chose. C'est des informations qui vont se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Par exemple, un faux article de presse, une fausse recherche scientifique, un faux journal. Et donc là, c'est volontaire. La personne qui crée la fake news, elle sait que c'est faux et elle veut manipuler ou elle veut influencer les personnes qui vont recevoir cette fake news. Et du coup, c'est une approche un peu politique quand même. Donc, créer des fake news, ça peut être, on peut orienter des débats, enfin des avis. Bien sûr, oui. En fait, la fake news, donc, c'est créer du faux pour manipuler. Après, il faut se poser la question, qui est derrière cette information-là et quel est son objectif? On peut manipuler dans des intérêts, par exemple, purement économiques. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, cette nouvelle comme quoi Amazon allait livrer les colis devant notre porte par des drones, par exemple. Et on s'est rendu compte qu'en fait, une fois que cette annonce a été faite, l'action d'Amazon a grimpé. Et pour peu qu'on soit un petit peu bon sur les marchés financiers, ça marche exactement dans le domaine des
crypto, on crée du FOMO, on crée des fausses informations, on achète au pire moment, on vend au pire moment, et derrière, si on s'y connaît un petit peu, on peut faire un profit. Ça, c'est des fake news dans le domaine économique. Maintenant, dans le domaine politique, ça peut être exactement la même chose. Une fake news, ça peut gonfler ses résultats électoraux, ça peut critiquer des adversaires, ça peut diluer sa responsabilité. Je pense par exemple notamment à Jair Bolsonaro qui diffusait différentes fake news sur les applications comme WhatsApp à différentes communautés, où il expliquait par exemple qu'on distribuait des sextoys à des enfants dans des maternelles par exemple. C'était un scandale et qu'il fallait voter pour lui parce qu'il arrêterait ça tout de suite. Il y a des gens qui ont été scandalisés, il y a des gens qui ont été outrés de ce genre de révélations et qui se sont dit oui, c'est pas normal, il faut absolument que ça change, et donc le seul qui veut que ça change, c'est par exemple Jair Bolsonaro. Donc on peut jouer comme ça sur des fake news pour faire adhérer un vote, mais à l'inverse, quand on voit des personnes comme Donald Trump par exemple qui refuse d'accepter qu'il a perdu l'élection présidentielle, en fait on n'aime pas être responsable de ces erreurs, donc on va rejeter la faute sur un autre, on va imaginer que derrière il y a un complot, etc. Et ça permet à travers cette fake news de propager sa vision du monde, de se retirer de toute responsabilité, et en plus de trouver un bouc émissaire responsable de tous ces malheurs, et d'expliquer à ses électeurs, vous voyez, c'est pas vous, vous avez bien fait ce que vous deviez faire, mais derrière on vous a arnaqué, on vous a volé, etc. Et donc là, la fake news est utilisée pour, j'ai envie de dire, exacerber l'électorat de Trump, pour le forcer à se mobiliser, à marcher contre le Capitole et à renverser le régime. Est-ce qu'une fake news est punissable par la loi ? Alors, est-ce qu'une fake news est punissable par la loi ? Déjà, il faut savoir dans quel pays on est, parce que en fait, les fake news ne sont pas interdites dans tous les pays. Et donc là, ça renvoie à une autre question. Par exemple, en France et en Allemagne, il y a des lois anti-fake news. En général, c'est plutôt des lois contre l'incitation à la haine raciale, contre les discriminations, contre l'attaque vraiment violente à l'égard d'une personne. En Belgique, par exemple, il n'y a pas de loi contre les fake news. Pourquoi ? Parce que ça a été, il y a eu une réunion de différents experts et qui s'est penchée suite à une demande d'Alexander De Croo, donc le Premier ministre belge, qui s'est posé la question de savoir est-ce qu'on a besoin de faire des lois contre les fake news, puisqu'en Belgique, on a déjà cet arsenal contre les discriminations, contre l'incitation à la haine raciale. Et en fait, les experts étaient mitigés, et on s'est rendu compte qu'en France, là où il y a une loi anti-fake news, et par exemple, les associations des journalistes français ou Journalistes sans frontières étaient mitigées, n'étaient pas forcément favorables à une loi anti-fake news. Pourquoi ? Parce que interdire à quelqu'un de répandre une fake news, on le fait avec quel argument juridique ? Finalement, c'est une entrave à la liberté d'expression. Que la fake news soit vraie, que ce soit faux ou que ce soit vrai, derrière on va limiter la liberté d'expression, derrière on va limiter en fait le droit d'opposition, le droit à la critique, et parfois on va forcer des journalistes à révéler leurs sources ou à être transparents vis-à-vis de leurs sources. Et donc ça peut être dangereux si c'est pas encadré très spécifiquement, et je prends deux exemples pour montrer l'inverse. Par exemple, en Hongrie et en Turquie, vous avez des lois anti-fake news, et en fait en Turquie, Erdogan par exemple joue sur la loi anti-fake news pour en fait empêcher tout journaliste de critiquer en disant que chaque fois qu'on le critique, c'est une fake news et donc peut interdire le journaliste. Ça peut être des peines des amendes ou des peines d'emprisonnement. Donc il faut toujours se poser la question de est-ce qu'on n'essaye pas, si on essaye de lutter contre les fake news, est-ce qu'on ne le fait pas au détriment de certains droits fondamentaux comme la liberté d'expression ? Mais en Belgique, ce n'est pas interdit. Par contre, il y a des lois contre la discrimination et l'incitation à la haine raciale. Oui. Tu peux nous parler un petit peu de gauche-droite ? Qu'est-ce que c'est, centre J'ai vu qu'il y avait un super tableau là, donc je vais essayer de ne pas faire la même chose pour un petit peu changer. La différence entre la gauche et la droite. Moi, j'aime bien reprendre, c'est une définition de Norberto Bobbio. C'est un petit peu théorique, mais je vais essayer d'apporter des exemples assez concrets. Norberto Bobbio, donc c'est un intellectuel italien qui va se poser la question de savoir c'est quoi la différence entre la gauche et la droite. Et lui, pour expliquer cette distinction gauche-droite, il va prendre le constat qui est la notion d'égalité entre les êtres humains. Donc je reprends l'explication de Norberto de Bobbio et puis j'essaie de donner des exemples. Donc en fait, Bobbio, il nous explique que les êtres humains, on est à la fois tous égaux et inégaux. C'est-à-dire qu'on est tous égaux au sens où on a tous deux jambes, deux bras, un nez, deux yeux, etc. Mais on est aussi tous inégaux.
Par exemple, moi, je peux faire 40 heures de sport, j'ai pas 1 gramme de muscle, par exemple. On est tous inégaux au sens où moi j'ai besoin de lunettes, certains n'ont pas besoin de lunettes. Il y en a qui peuvent courir plus vite, il y en a qui peuvent courir moins vite. Il y en a qui ont besoin de plus d'heures de sommeil, il y en a qui ont besoin de moins d'heures de sommeil. Donc on est à la fois tous égaux et inégaux. La différence qui va, selon Norberto Bobbio, créer entre ce qu'il va appeler les égalitaires et les inégalitaires, c'est sur quoi on va mettre notre focale. C'est-à-dire qu'on va mettre une paire de lunettes différentes en fonction qu'on soit de droite ou de gauche. La personne de gauche, elle va mettre une paire de lunettes et elle va davantage se concentrer sur les égalités. Qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce qui nous distingue les uns des autres? Et selon une approche plutôt de gauche, donc il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous distinguent, et les choses qui nous distinguent sont dépendantes d'un contexte social et économique. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous les mêmes, mais par exemple, il y en a certains qui peuvent faire des hautes études et il y en a qui ne le peuvent pas. Comment ça se fait? En fait, c'est dû à leur environnement socio-économique. Peut-être que certains parents n'ont pas les possibilités de mettre l'argent sur la table pour que leurs enfants aillent faire des études. Et donc, il faudrait, dans une pensée de gauche, diminuer ces inégalités sociales en favorisant la participation de l'État pour venir en aide à ces populations. Donc on est davantage égaux qu'inégaux, et les inégalités sont d'origine économique, et donc on peut lutter contre ces inégalités. À droite, on va avoir une autre vision. On considère toujours que les gens sont à la fois égaux et inégaux, donc il y a des points qui nous rassemblent et des points qui nous distinguent, sauf qu'à droite, on va considérer qu'il y a davantage d'éléments où on va plutôt concentrer notre attention sur ce qui nous distingue. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui, en fait, peuvent retenir une quantité incroyable de matière très facilement. Il y a des individus qui peuvent travailler énormément d'heures par jour et se reposer très peu. Il y a des individus qui peuvent apprendre plein de langues et pas d'autres. L'idée de la droite, c'est de dire donc qu'il y a des inégalités qui seraient naturelles. On serait né avec une certaine sensibilité par rapport à certaines capacités, et il ne faudrait pas les entraver, il faudrait plutôt les promouvoir. Et on serait plus riche des possibilités de chacun. C'est-à-dire que si quelqu'un peut en fait travailler énormément, qu'il est très bon en chiffres et qu'il a une super idée, on va lui mettre le moins de limites possible pour qu'il puisse monter sa boîte et pour qu'il puisse engager des personnes, etc. Et donc on va essayer de favoriser cette capacité d'entreprendre, ce mérite, parfois cette liberté, plutôt que en fait, de se concentrer sur des inégalités sociales. À droite, on considère qu'il y a des inégalités qui seraient naturelles et il ne faut pas les entraver, il faut les encourager. Ce que j'aime bien avec cette approche de Norberto Bobbio, c'est finalement qu'il ne se concentre pas uniquement sur des partis politiques, mais plutôt des propositions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se pose toujours, oui, mais c'est quoi un parti de gauche, c'est quoi un parti de droite? Et bien, grâce à Norberto Bobbio, on peut se dire, c'est pas parce qu'on est un parti de droite qu'on peut pas avoir des propositions de gauche, et c'est pas parce qu'on est un parti de gauche qu'on peut pas avoir des propositions de droite. Il faut évaluer chacune de ces propositions. Est-ce que ces propositions vont essayer de lutter contre les inégalités sociales, ou est-ce que ces propositions vont essayer de renforcer la liberté individuelle ou les capacités d'action des individus? Et donc, on avance comme ça. Un bon exercice, ça pourrait être prendre des exemples, par exemple la retraite à points, comme ça a été discuté en Belgique, mais comme il y a eu en France. La retraite à points, c'est une proposition, par exemple, de droite. Par exemple, c'est-à-dire que plus on va travailler pendant l'année, pendant sa vie, plus on aura de points, donc c'est normal qu'on ait une meilleure retraite. À l'inverse, on peut se poser la question, il y a tout un débat sur l'examen d'entrée pour les médecins, par exemple, les personnes qui vont faire des études de médecine. Est-ce que c'est de droite, est-ce que c'est de gauche? Encore une fois, moi c'est ça qui me passionne dans la politique, ça se débat, on peut en discuter. Selon certains, c'est une proposition de gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde va avoir le même test. Et une fois qu'on l'a réussi, tous les étudiants sont au même niveau lorsqu'ils commencent le premier jour de leurs études. Mais pour d'autres, ça peut être une proposition de droite. Parce que finalement, qui va réussir ce test? Ceux qui sont allés dans les meilleures écoles ou ceux qui ont eu des profs particuliers pendant les vacances. Et donc, c'est tout un questionnement à avoir, gauche-droite, comment on se positionne. Après, d'un point de vue plus terre-à-terre, on pourrait dire que nous, quand on parle société, quand on débat, est-ce qu'on est davantage questionné, interrogé ou parfois en réaction par rapport à des inégalités sociales, ou est-ce qu'à l'inverse, on se positionne plutôt en faveur d'une certaine forme de libéralisme au sens d'une liberté d'entreprendre et d'agir en fonction des moyens de chacun? Merci, c'était très complet comme question. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça ou veut des précisions? T'écoutes. Je viens de recevoir une question de la part d'un de mes amis sur Instagram et il pose la question, il s'y connaît pas trop en politique, et il dit est-ce que la politique, en soi, qu'on soit jeune ou pas, ça peut influencer la vie d'une personne à autre. Donc par exemple, une personne, admettons, qui se retrouve qui est au chômage, par exemple, après avoir voté, par exemple,
élit par exemple l'extrême droite, si sa vie peut changer et qu'il aura plus droit au chômage, ce genre de choses. Ah oui, bien sûr. Un exemple très simple. Là, on est en train de débattre, par exemple, en Belgique, sur la question de la limitation du droit au chômage, par exemple. Si demain, il y a une majorité qui dit qu'après 2 ans, on n'a plus de chômage, les gens, après 2 ans, n'auront plus de chômage. Donc, ils vont se retrouver du jour au lendemain sans moyens et il faudra trouver une solution. Soit on travaille, soit on a des conditions de vie qui vont se dégrader profondément. Un autre exemple qui peut être très concret sur comment en fait, la politique peut directement impacter la vie au quotidien de certaines personnes, c'est par exemple sur les personnes qui viennent demander un titre de séjour en Belgique. Si on leur refuse un titre de travail et un titre de séjour, en fait, ces personnes n'ont pas de papier, ne peuvent pas circuler dans la rue, peuvent être arrêtées dans la police, peuvent être envoyées dans leur pays, etc. À l'inverse, si on leur donne un titre de séjour, un papier de travail, peuvent s'inscrire de façon légale ou en tout cas de régulariser leur situation pour trouver un travail, pour peut-être faire du regroupement familial, faire venir leurs proches, etc. Donc là, on se rend compte que très concrètement, la politique peut avoir un avis et parfois même ça peut être très violent, la politique. Quand on voit les politiques de renvoi forcé, etc. Donc là on se rend compte que concrètement, ça peut changer la vie d'une personne, bien sûr. Merci du coup. Je peux t'inviter à piocher une des questions dans le... Ah mince, combien est l'amende si je ne vais pas voter ? J'ai pas le montant exact en fait, donc je ne sais pas. Mais c'est vrai que si on ne va pas voter, donc logiquement on peut avoir une amende. Alors, elle n'est pas toujours appliquée, ça dépend. Si on ne va pas voter 2-3 fois, là on peut avoir plus de chances de tomber sur cette amende. Mais oui, le vote est obligatoire en Belgique et donc ne pas aller voter, c'est potentiellement être soumis à une amende, mais j'avoue que j'ai plus le montant. Plutôt que de faire une false news, je préfère m'abstenir de donner le montant exact. Et pourquoi c'est rendu obligatoire ? C'est une bonne question. En fait, il y a eu plusieurs réflexions sur le vote obligatoire. Il y a des réflexions de nécessité de la participation, c'est-à-dire qu'en fait, la politique, c'est une chose publique, commune, et donc chacun doit apporter son avis ou doit avoir un avis ou devrait s'intéresser sur, en tout cas, si on ne s'intéresse pas à la politique s'intéresse à nous. Et donc cette idée aussi d'inscription dans la vie active, dans la vie politique, c'est une forme de politisation, de socialisation. À travers la politique, on réfléchit à la communauté, à la collectivité, au vivre ensemble. Alors sinon, il y a d'autres arguments qui existent. Certains considèrent par exemple que le vote obligatoire permet de lutter contre les extrêmes, par exemple. On le voit dans des pays comme la France, où en fait on a un électorat d'extrême droite qui est très présent, très mobilisateur. Et si on rend le vote obligatoire, en fait on force peut-être les indécis, peut-être les personnes plus centristes, peut-être les personnes les moins exaltées, si j'ai envie de dire, à également aller voter, à également participer. Et donc ça peut limiter la présence de l'extrême droite, même si c'est du cas par cas, parce qu'on le voit bien en Flandre, le vote obligatoire et l'extrême droite a des résultats très proches des 30%. Donc ça pose beaucoup de questions. Je tiens à préciser que ça va changer. Donc en 2024, c'est pour la première fois au niveau des communes et au niveau des provinces en Flandre, le vote ne sera plus obligatoire. Donc là, justement, ce serait intéressant de voir quelles sont les évolutions qu'on observe, quels sont les changements qui ont pu s'effectuer, puisque c'est la première fois dans l'histoire. Là, donc, ce sera la première fois que le vote ne sera plus obligatoire à ce niveau-là. Il y a eu le débat aussi sur la question du vote obligatoire pour les jeunes. Donc au début, au niveau européen, on a attribué le droit de vote aux 16 et aux 17 ans. Au début, ce vote n'était pas obligatoire et on s'est rendu compte que ça fragilisait justement ce vote obligatoire et que ça créait peut-être 2 groupes de citoyens et ça créait des différences entre les mineurs et les adultes. Donc on a préféré plutôt rendre le vote obligatoire pour tout le monde pour harmoniser. Et tant qu'on y est, on va voter pour plusieurs choses le 9 juin. Tu peux nous dire quelles sont ces choses ? Oui, donc on va voter le 9 juin, on va voter pour la région, on va voter pour le fédéral et pour l'Union européenne. Et on sera réamené à aller voter quelques mois plus tard pour voter pour le niveau communal et provincial. Donc techniquement, on va se rendre 2 fois dans l'isoloir, mais on va exprimer 5 fois donc, son droit de vote. Donc là, le 9 juin, on va aller voter donc, au niveau de la région, au niveau du fédéral et au niveau de l'Union européenne. Au niveau de la région, donc c'est le Parlement régional pour lequel on va voter. On va élire des représentants qui vont aller siéger. En Belgique, on a 2 types d'entités fédérées. On a les régions et les communautés. On ne vote pas pour les communautés. Le Parlement de la communauté française, il va se créer avec des représentants de la région wallonne et des représentants de la région bruxelloise. On les met ensemble pour faire siéger au sein de la communauté française. Une petite astuce, alors
Bien sûr, c'est plus compliqué que ça en Belgique et il y a des petites subtilités, il y a des réformes, il y a des exceptions, etc. Mais une première porte d'entrée serait de se rappeler c'est quoi la différence entre une région et une communauté en termes de compétences. Une première astuce, ce serait de dire que la région, c'est tout ce qui touche au sol et à l'économie. La communauté, c'est plutôt ce qui touche à la culture et aux aspects linguistiques, à la langue. C'est-à-dire, par exemple, si on veut la question par exemple, de l'électricité. La question de l'électricité, ça renvoie plutôt au sol. On va dire que les câbles électriques sont dans le sol. Donc, ce serait la région qui est compétente en matière d'électricité. Par contre, tout ce qui touche au financement d'une chaîne de radio, de la télévision, la télévision, c'est plutôt la langue. On a des radios différentes en fonction du nord et du sud. Donc, c'est la communauté. Tout ce qui touche, par exemple, aux subventions par rapport à un musée, par rapport à un club de sport, par rapport au mouvement de jeunesse, comme les scouts, par exemple, on considère que c'est plutôt culture, donc c'est dans la communauté. Donc vraiment, comment est-ce qu'on peut distinguer région, communauté, région, sol et économie? Par exemple, je sais pas, le tourisme, c'est de l'économie, c'est la région qui est compétente. Donc on va voter pour la région, mais on va envoyer des représentants également à la communauté, indirectement, parce que nous, on ne va pas voter directement pour les représentants qui vont siéger au sein de la communauté. Région. Alors après, le niveau fédéral, donc là, le niveau fédéral, il est un petit peu spécifique, puisque les francophones vont voter pour des francophones, les flamands, donc les néerlandophones, vont voter pour des néerlandophones, et on va envoyer des représentants politiques siéger au sein du fédéral tous ensemble. Les partis francophones vont siéger, vont avoir un certain nombre de sièges. Les partis néerlandophones vont avoir un certain nombre de sièges. Et l'idée, c'est de faire un gouvernement tous ensemble. Ce qui est compliqué, c'est que justement, il faut trouver une majorité là où peut-être que les positionnements majoritaires ou les partis qui ont le plus de résultats dans le sud du pays ne sont peut-être pas les mêmes que ceux dans le nord du pays. Et donc, on va essayer de créer un gouvernement ensemble comme ça. Et il faut j'ai oublié mon mot, je perds mes mots. Par exemple, au niveau du gouvernement, il faut le même nombre de ministres francophones que le nombre de ministres néerlandophones, pour essayer d'avoir une équité comme ça qui peut exister. Et donc, c'est pas toujours évident de faire ces différents calculs, ces différentes majorités-là. La Belgique fédérale, elle est compétente dans quelle matière? On peut essayer de se représenter tout ce qui est un peu similaire à la fois au nord et au sud du pays. Je pense notamment à la question du nucléaire. Ça se débat au niveau du fédéral. Tout ce qui touche par exemple à la SNCB, les trains, on ne change pas de compagnie de train en fonction de quand on change la frontière linguistique. Ça se discute aussi au niveau fédéral, mais il y a tout un tas de compétences comme ça qui peuvent... Tout ce qui touche à la justice par exemple, la justice, il y a eu des petits changements dans le code de la route, il y a plein d'exceptions, on est en Belgique, il y a une expression qui dit qu'en Belgique tout est désespéré mais rien n'est grave. Donc, par exemple, la justice, c'est la même. Je le souhaite à personne et j'essaie que personne ne fasse. J'espère que personne ne fera ça. Mais si vous tuez quelqu'un, par exemple, vous avez la même peine que vous soyez au nord du pays ou au sud du pays. C'est exactement la même chose. La question de la police aussi. La police, c'est les mêmes compétences en fonction du nord ou du sud du pays. Donc il y a différentes logiques comme ça qui sont toujours la question des solidarités, par exemple, par rapport aux caisses d'allocation, etc. C'est aussi des logiques qui peuvent exister au niveau fédéral. Donc ça, c'est la Belgique fédérale. Et enfin, il y a le niveau européen qui est surplombant. Là, ce qui est intéressant, c'est que le niveau européen, encore une fois, on vote pour des représentants politiques belges qui vont siéger au sein du Parlement européen, mais tous les partis, donc en fait, c'est plusieurs élections nationales. On vote jamais, il n'y a pas une circonscription européenne. Donc chaque pays vote pour des représentants de son pays et les représentants de son pays vont s'affilier à des partis un peu chapeaux, comme ça, au parapluie au niveau européen, qui vont regrouper, par exemple, les différents partis de gauche au sein d'un même groupe, les différents partis de droite, les différents partis anciennement piliers catholiques vont se retrouver dans un même parti comme ça au niveau européen, et on va avoir d'autres enjeux, comme par exemple la question des frontières, la question de la migration, sont des enjeux essentiellement présents au niveau européen. Quelqu'un a des questions? Vous posez une question, ouais. J'ai une question du point de vue énergie. Par exemple, tout ce qui est énergie nucléaire, éolienne, etc., etc. Est-ce que ça peut varier selon le penchant d'une élection? Du point de vue, par exemple, ressources aussi pour l'électricité, etc., la consommation, les fournisseurs d'électricité. Est-ce que voter tel parti peut influencer tel fournisseur d'électricité? Est-ce que la politique aussi influence du point de vue armement de la guerre, etc. Donc, c'est une question que je
Je suppose comme ça. Oui, par exemple, sur la question du nucléaire, par exemple, le MR, le mouvement réformateur, est en faveur de la prolongation des énergies nucléaires, là où historiquement, par exemple, le Parti écolo était contre, en fait, la prolongation, et plutôt pour transiter ou pour passer à des énergies plus vertes, plus écologiques, etc. Donc on peut avoir des positionnements qui changent, même si parfois en fonction des débats, en fonction de l'actualité, c'est pas toujours si évident d'avoir une position dichotomique, c'est pas toujours oui ou non, mais c'est peut-être la fin dans 10 ou 15 ou 20 ans pour y aller progressivement, diminuer l'importance du nucléaire et augmenter l'importance de l'alternative, là où d'autres partis considèrent que non, il faut plutôt rester dans le domaine du nucléaire, comme c'est le cas par exemple du mouvement réformateur. Sur les questions de l'armement, ça existe aussi, hein, on le voit aujourd'hui, il y a des débats qui existent au sein de la scène politique belge sur la question par exemple d'empêcher ou de supprimer le commerce avec Israël, par exemple. Il y a des partis qui sont favorables, il y a des partis qui sont défavorables par rapport à cette question-là. Il y en a certains qui considèrent qu'on ne doit plus envoyer des armes dans certaines régions du monde, il y en a certains qui considèrent qu'il faut boycotter les produits israéliens, tandis que d'autres sont contre ces propositions-là. Donc effectivement, en fait, il y a des subtilités qui peuvent exister, il y a des visions du monde qui peuvent être différentes, et il y a des intérêts également qui peuvent varier, même si parfois, je suis d'accord, la position de l'Union européenne rattrape parfois les partis politiques. Je prends un exemple dont on discutait tout à l'heure, la question de la migration. On a beaucoup de débats en Belgique sur cette question de la migration. Il y a eu la loi Frontex il n'y a pas très longtemps qui est passée. On a vu qu'il y avait des grosses crispations au sein de la société sur à la fois cette thématique, mais aussi sur le vote qu'il y a eu au sein du Parlement. Et de l'autre côté, on se rend compte que finalement, la Belgique tout seul ne peut pas changer la politique migratoire, puisque c'est une compétence européenne. Donc on peut promettre tout ce qu'on veut. Derrière, on est dans un environnement qui va également mettre en cadre, le cadre européen qui est très strict en matière migratoire. Et donc, c'est vrai que, pour répondre à ta question, parfois, dans certains domaines, le débat n'est pas si ouvert que ça et est plutôt encadré par d'autres institutions qui vont chapeauter la Belgique. Oui. Est-ce que l'Europe peut imposer, par exemple, le nucléaire, par exemple ? Alors, le nucléaire reste une compétence quand même dans le domaine des États. Donc l'Union européenne ne pourrait pas imposer la sortie du nucléaire comme ça. Maintenant, l'Union européenne peut proposer différents plans ou différentes visions ou des espèces de tracer des lignes de conduite, on pourrait dire, ou des volontés d'harmonisation. Mais encore une fois, certains États peuvent suivre, d'autres États peuvent être en total désaccord. On voit par exemple la France est historiquement un pays très fort avec énormément de centrales nucléaires qui se positionne en faveur du nucléaire, là où l'Allemagne, il y a quelques années, a fait le pari de sortir du nucléaire. C'est pas l'Union européenne qui peut dire à la France vous devez arrêter le nucléaire ou à l'Allemagne continuer dans le nucléaire. Par contre, l'Union européenne peut essayer d'exercer certaines compétences transversales ou un peu saupoudrer comme ça des financements ou essayer d'harmoniser ou de présenter des chemins. Je pense notamment en termes de climat, l'Union européenne essaye par exemple de proposer des lignes de conduite à adopter et essayer de présenter un chemin dans lequel, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, c'est pas la région wallonne, c'est pas la Belgique toute seule qui va tout faire. Et donc, on peut essayer de trouver des pistes ensemble pour essayer de s'harmoniser et d'aller dans une même direction. Parfois, on a des textes au niveau européen qui vont être traduits dans les législations nationales et donc là, qui deviennent obligatoires. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être sujet à interprétation et à débat. Donc, ça dépend. C'est plus compliqué. L'Union européenne, elle a des compétences qui peuvent être comme ça, comme on dit, saupoudrées. C'est-à-dire, on peut aider certains États dans certains domaines en donnant des subventions. On peut les retirer. Et en fait, ça permet de présenter des pistes. Ouais. Est-ce qu'il y a un projet de constitution européenne ? Ça a fait mal au cœur de beaucoup. Le projet de constitution européenne, il a été présenté il y a quelques années, à l'époque où Nicolas Sarkozy était président, je pense. Et en fait, il y a eu un référendum et les Français ont voté contre. Donc ça a été une véritable crispation. C'est un mauvais souvenir. L'imaginaire de la constitution européenne, ça a été présenté comme un texte qui allait s'imposer aux États, comme une Union européenne qui allait chapeauter et décider pour les États. Donc il y a eu beaucoup de crispation. Maintenant, je ne dirais pas de constitution européenne, parce que ça rappelle ce souvenir-là. Maintenant, le projet de constitution européenne a changé de nom, a quelque peu évolué, mais ça a été le traité de Lisbonne, par exemple, qui a été repris, remanié, et qui a repris certaines thématiques de ce projet de constitution européenne. Je ne dirais pas qu'il y a un projet de constitution européenne. Maintenant, encore une fois, il y a certaines
guidelines, certaines lignes qui essayent de se dégager. Là, juste comme ça, je pense par exemple il y a des thématiques qui sont transversales et qui rassemblent ou qui sont censées, parce que certains États s'en écartent aussi, mais l'ensemble des États européens, notamment par exemple les textes de l'Union européenne dans l'ensemble de leur préambule, donc le petit texte avant les documents ou les publications ou les directives par exemple, on retrouve toujours ces mêmes logiques comme par exemple les droits humains, l'état de droit et la démocratie. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre comme un horizon absolu l'application et la reconnaissance des droits humains comme une guidelines où on est tous d'accord de suivre et d'appliquer certaines logiques qui vont être traduites en droit national, bien sûr. Et on va à différentes institutions comme par exemple différentes cours, la Cour des droits humains, par exemple, qui va aussi jouer, essayer d'harmoniser ces différentes logiques, ou en tout cas de se positionner sur le respect ou non de ces droits-là. Oui, je vais t'inviter à piocher une question. Pourquoi la Belgique ne devient pas une république ? Alors, ça c'est une bonne question aussi. Donc la Belgique c'est une monarchie, hein, donc on a un roi. Alors ce roi, il a un pouvoir essentiellement symbolique. Donc le roi, il a quand même, il n'a pas le droit, par exemple, de s'opposer à un texte qui a été voté au Parlement. Donc pour qu'une loi devienne une loi, il faut la signature du roi qui va s'imposer sur ce document. Le roi n'a pas le droit de s'opposer, de dire moi je refuse de signer ce document. Baudouin avait proposé donc par désaccord de ne pas signer un document, on a préféré, pour détourner la question, de le mettre en incapacité de régner le temps que la loi passe, et puis il est revenu et on a de nouveau voté sa capacité de régner. Le roi a une fonction beaucoup plus symbolique qui est de représenter ou d'incarner la Belgique sur la scène nationale et sur la scène internationale. Un exemple très simple, c'est le discours de fin d'année, le discours de Noël, hein, je pense, oui, le discours de Noël, où le roi va tenir un discours, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, ce discours, il est passé entre les mains du Premier ministre et le roi ne dit rien que le Premier ministre n'ait pas validé avant. Je caricature à peine, mais le roi envoie un projet de discours, le Premier ministre dit non, pas ça, oui, ça, ou changer la formule, ou on enlève cette partie-là, etc. Donc on se rend compte que si on a une monarchie, on n'est pas du tout dans une monarchie où le roi a le pouvoir de oui ou de non, de s'opposer, d'imposer, etc. On est plutôt dans une fonction essentiellement symbolique, mais parfois les symboles sont forts. Au lendemain des élections, par exemple, le roi va nommer un informateur, qui est une personne qui va devoir aller rencontrer les différents partenaires politiques pour essayer de créer un gouvernement. Le roi va recevoir l'ensemble des présidents de parti, présidentes de parti, va discuter avec eux et va dégager des pistes. Alors, ça peut paraître symbolique, mais on suit quand même cette espèce de procédure, cette espèce de tradition comme ça du roi qui peut exister. Et alors souvent, on se plaint que le roi coûte énormément d'argent, que en fait, ça sert à rien du tout et c'est juste les Belges qui payent pour un château, etc. Mais derrière, finalement, par rapport au budget de l'État belge, le roi, proportionnellement au budget, ne coûte pas grand-chose et à l'inverse peut rapporter de l'argent aussi, puisque lorsqu'il participe à des missions à l'étranger, en général, il y a différents responsables d'entreprise, différents corps entrepreneurial qui voyagent avec lui et ça facilite les signatures de certains accords économiques, de certains échanges. Donc ça peut être aussi une forme de, comment est-ce qu'on peut dire, une sorte de marketing, le roi. Peut-être que c'est moins visible en Belgique, mais on se rend compte qu'en Angleterre, la famille royale a aussi cette posture essentiellement symbolique et qui peut favoriser parfois une certaine représentation à faire certains idéaux et favoriser la signature de certains accords ou mettre en relation des personnes ou faire se rencontrer des personnes. Et donc il y a tout un rôle de facilitateur. Et le roi, on pourrait dire, même s'il n'y a pas vraiment de calcul bénéfice-perte, mais le roi, enfin c'est un peu bizarre dit comme ça, mais rapporte aussi de l'argent par ses contacts, par ce symbole et par cette mise en relation des différents individus. Et puis bien sûr, c'est un symbole d'unité de la Belgique. On est un État fédéral, des néerlandophones, des francophones, des germanophones, des régions, etc. Et en fait, on a derrière cette idée finalement de l'unité du corps du roi qui essaye d'aller au nord, au sud, de s'exprimer en néerlandais, de s'exprimer en français et de représenter comme ça les Belges dans toute leur complexité ou dans toutes leurs différences, mais aussi dans tous leurs points communs. C'est quelque chose qui rassemble un peu les Belges entre eux, quoi. Même si on se rend compte, d'après les sondages, que le sud du pays est plus attaché au roi que le nord du pays. Donc, okay. Ce qui n'était pas le cas, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, aujourd'hui, on se rend compte que le sud du pays est plus attaché au roi que le nord. J'ai cru comprendre que quelqu'un avait une question. J'ai une petite question. J'arrive avec quelques trains de retard, mais c'est par rapport à la
séparation entre région, communauté et tout ça. Si j'ai tout compris, les travaux sur le ring, c'est lié aux régions, comme c'est le sol. Logiquement, alors je m'y connais pas dans les travaux sur le ring, et c'est une bonne question, mais en tout cas, oui, on pourrait dire que donc on a des routes régionales, les autoroutes, etc. Ça touche plutôt aux régions parce qu'on est vraiment sur sol et économie. Maintenant, on peut avoir des routes provinciales, des routes communales, mais majoritairement, on peut dire que c'est plutôt régional, oui. D'accord. Donc, reprenons le cas des travaux sur le ring, notamment Carrefour Léonard, tout ça. Je suis devenu un usager quasi quotidien du ring, donc je suis très en peine avec ce qui se passe. Et en fait, je me demandais du coup, comme c'est en Flandre, moi en tant que résident wallon qui va voter au régional wallonne, qu'est-ce que je peux faire contre, pour le coup, ces travaux sur le ring qui sont du coup entrepris par la région flamande? Ah oui, ben ça, rien. J'avais besoin de l'entendre. Non, ça c'est sûr que c'est compliqué. En fait, on se rend compte que, par exemple, la question de quand on est, je sais pas moi, liégeois ou wallon et qu'on va travailler à Bruxelles, à un moment on doit passer par la région flamande et c'est la région flamande qui est compétente. Donc si j'ai envie de dire, je caricature, hein, et c'est pas comme ça, mais si la région flamande a envie d'embêter tous les wallons et de mettre une autoroute, une bande et de pas mettre de bitume et sur de la terre, en fait c'est un peu compliqué et maintenant, il ne faut pas aussi être caricatural que ça. Logiquement, je dis bien logiquement, on est censé avoir des dialogues comme ça entre les différents partenaires et des explications, mais c'est vrai qu'il y a déjà eu des problèmes sur différents travaux, etc., où la région bruxelloise s'était pas mis d'accord avec la région flamande, ou alors la région wallonne n'a pas mis, etc. Donc il peut y avoir des débats, des incompréhensions, mais on essaye de faire dialoguer. Mais en fait, ta remarque est pas seule, et beaucoup considèrent qu'en fait la Belgique est devenue tellement une lasagne institutionnelle, tellement un millefeuille compliqué d'institutions, de partenaires, de partis politiques, de majorités. Parfois la majorité au nord n'est pas la même qu'au sud, etc. Que c'est très compliqué en fait d'avoir des visions transversales ou des visions où tout le monde se met d'accord autour d'un même projet. Donc il faut juste prendre son mal en patience. Oui, l'avenir ira bien, ça ira. Ça, merci. Enfin, on verra, j'en sais rien en fait. C'est quoi une coalition en politique? Alors, à quoi ça sert? la Belgique, c'est un État proportionnel qui se distingue, par exemple, des États majoritaires. Donc, on fait un petit exercice, si vous voulez. On a 10 sièges et on a 10 voix, on va dire. C'est très simple. Système américain, c'est un système majoritaire. Supposons qu'il y ait un parti qui fait 3 voix, un parti qui fait 2, un parti qui fait 1. Qui gagne? 3 du coup. 3, Ouais. donc c'est celui qui fait 3. Dans un système majoritaire, vous avez 3 voix, donc vous gagnez parce que vous en faites 3. À votre avis, sur les 10 sièges, combien est-ce que vous en avez? 3. 10 dans un système majoritaire. Donc en fait, dans le système majoritaire, le premier parti gagne absolument tout. Vous avez 3 voix, il y a 10 sièges à pourvoir, tout le monde fait moins que vous gagnez les 10 sièges. Point. C'est très simple, c'est celui qui gagne tout. Alors ça, c'est un système majoritaire. Après, on a les systèmes majoritaires à 2 tours, comme par exemple en France. Le système majoritaire à 2 tours, c'est quoi? C'est de dire, s'il y en a un qui fait plus de la moitié, par exemple, on en a un qui fait 6, et alors, il gagne les 10 sièges, parce qu'il a plus que la majorité, il gagne, il est le premier, il a droit à tout. Par contre, si on a un parti qui fait 4, un parti qui fait 3 et un parti qui fait 2, là, personne n'a plus que 5. Donc, ce qu'on fait dans un système majoritaire à 2 tours, on va prendre les 2 premiers. Donc, on va prendre le 4 et le 3, et on va réorganiser un second tour avec les 2 meilleurs pour qu'il y en ait un qui soit obligatoirement au-dessus de 5 sur les 10. Et une fois qu'il gagne, de nouveau, il gagne absolument tout. En Belgique, on n'évolue pas du tout dans ce mode de fonctionnement. On est dans un système proportionnel. Et c'est comme ça a été dit, si vous avez 3 voix, je simplifie, si vous avez 3 voix, vous avez 3 sièges. Si vous avez 2 voix, vous avez 2 sièges. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez 3 sièges, vous n'avez pas de majorité sur les 10, donc vous n'en avez que 3. Et donc, on va créer des coalitions, c'est-à-dire qu'on va prendre différents partis autour de la table qui vont se mettre d'accord, qui vont créer une coalition, qui vont rédiger peut-être un accord de gouvernement et se dire, OK, on est d'accord sur ces sujets-là, ces 10 sujets-là, sur 5 sujets-là, et on va appliquer des politiques qui vont dans ce sens. Et donc, on va rédiger un accord de gouvernement, on va créer une coalition et on va avancer ensemble parce que nous tous, nos 3 partis, nos 4 partis, nos 8 partis, on est majoritaire et on a plus que 50% des sièges. Donc,
Une coalition, c'est plusieurs partis. C'est pas juste deux partis. Ça peut être. Ah non, plusieurs ça peut partis. être 3, 4, 5, 6, autant de partis qu'on veut. Ouais. Qu'est-ce que- Maintenant, il peut y avoir ce qu'on appelle des partis cartels. Ça, c'est 2 partis, ou 3, ou parfois plus aussi, qui vont se mettre ensemble avant les élections pour essayer de maximiser leurs résultats électoraux. Par exemple, on l'oublie, hein, mais il y a eu une époque où la NVA était un petit parti politique et la NVA était en cartel avec le CDNV, par exemple. On travaille ensemble et si le CDNV va dans un gouvernement, alors la NVA vient obligatoirement avec parce qu'on est unis, on est ensemble. En Italie, ça fonctionne aussi beaucoup. Silvio Berlusconi, par exemple, avait le parti Forza Italia. Et dans Forza Italia, en fait, vous aviez plein de petites formations qui existaient. Pourquoi ? Parce qu'en Italie, comme en Belgique, on a un seuil électoral à 5%. C'est-à-dire que si on fait moins de 5% des voix exprimées aux élections, alors on n'a pas de siège au sein du Parlement. L'idée, c'est de dire qu'on est proportionnel, mais si tout le monde fait une voix sur des millions, en fait, on va avoir un Parlement où tous les sièges seront totalement différents. Donc on a un seuil minimum qui est que si on fait moins de 5%, on ne traduit pas ces voix en résultats électoraux et en sièges. Donc si vous votez pour un parti politique qui fait 6%, alors on va calculer combien de sièges il a droit. Si ce parti politique fait 4%, alors on se dit non. On ne traduit pas ça en siège parce que c'est trop petit. Et donc certains partis, c'est le cas en Belgique mais en Italie, certains partis ont peur en fait de ne jamais atteindre les 5% et se disent ok, ben en fait avant les élections on va faire une liste commune, nous deux, nous trois, tous ensemble pour être sûr qu'en fait on est 5% et après on répartira les sièges qu'on gagne en fonction entre nous. C'est qui finance les élections en Belgique C'est nous. C'est- Non, pas les élections, mais en fait, donc, les partis politiques ont des dotations publiques qui sont donc dépendantes de différents critères. Donc, il y a des dotations publiques en fonction de notre présence au sein des institutions. Par exemple, si un parti siège au sein du Sénat et au sein du Parlement fédéral, alors on va lui attribuer une dotation qui varie en fonction du nombre de voix qu'on a récoltées. Alors, les chiffres... je peux me tromper, mais j'ai en tête que si on a au moins un siège au Sénat, c'est 3,50 € par voix pour le parti. Et si on a un siège au Sénat et à la Chambre, c'est 4,90 €. Mais je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est ces montants-là. Et donc, en fait, on fait 4,90 € multiplié par le nombre de voix que le parti a eu, et ça lui fait une partie de sa dotation. On a aussi des dotations qui existent, par exemple, au niveau des régions, sur les groupes politiques, par exemple. C'est une autre forme de dotation qui peut exister. L'idée, en fait, de ces dotations publiques, donc vous avez des partis qui peuvent avoir 4,4 millions et demi, 3 millions et demi de dotations grâce à leurs résultats électoraux. C'est, par exemple, pour cela qu'aux dernières élections législatives en Belgique, le Vlaams Belang avait proposé des listes Vlaams Belang en Wallonie. Le but n'était pas de s'intéresser aux Wallons, le but n'était pas de faire des politiques en Wallonie, mais c'était en fait de recueillir, à chaque fois qu'un électeur votait pour le Vlaams Belang, c'était de recueillir 4,90 € si mes souvenirs sont bons. Donc c'est un moyen comme ça de se financer. Et alors, donc l'idée à l'époque, c'était de se dire, quand on a rédigé cette loi, parce qu'en fait, les partis politiques ne sont pas très bien définis d'un point de vue légal en Belgique, sauf à travers cette loi de financement. Et l'idée, c'était de se dire qu'on essayait d'éviter que des riches multimilliardaires, par exemple, puissent financer un parti politique et le parti politique leur serait redevable et donc devrait agir dans les intérêts du ou de la chef d'entreprise ou de l'entreprise qui les aurait financés. Et donc, on voulait un petit peu d'indépendance. C'est pour ça qu'il y a eu cette logique-là. Maintenant, on se rend compte que la loi, elle est très floue sur que peut faire... Enfin non, elle n'est pas floue. Il n'y a pas d'indicateur sur ce que peut faire... Enfin, il y a quelques-uns. Ce que peut faire un parti politique avec cet argent. Et donc, on a des activités politiques très différentes en fonction des partis. Par exemple, le Parti socialiste met énormément de sa dotation dans son centre de recherche, finance, donc des personnes sont employées à temps plein, il y a beaucoup de recherches qui sont produites, de réflexions qui sont produites, d'études qui sont produites sur l'application de certaines politiques publiques, les retombées de ces politiques publiques, etc. Donc on va mettre énormément dans son centre de recherche. À l'inverse, le Vlaams Belang, par exemple, met énormément d'argent en communication et en propagande sur différents supports. Un exemple pour l'avoir en tête, pour se rendre compte où on est et dans quel montant on est, par exemple, uniquement sur l'année 2023, donc uniquement 2023, le Vlaams Belang a mis en publicité Meta, donc juste sur Meta la publicité,
uniquement en 2023, 1 600 000 € sur la table pour promouvoir ces différentes publications. Donc on est dans des montants incroyables. Et mais justement, c'était une des questions qui avait été posée, c'était par rapport les réseaux sociaux et la politique. Est-ce que tu peux un peu nous en parler justement ? Encore une fois, on a des pratiques très différentes. Aujourd'hui, tous les partis politiques sont sur les réseaux sociaux, sinon on a les ridicules si on n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais on a des logiques très différentes. Par exemple, donc comme je disais, le Vlaams Belang met 1 600 000 € sur la table en promotion méta sur l'année 2023. La NVA est plus ou moins un petit peu en dessous, mais aussi 1 600 000 €, un petit peu moins que le Vlaams Belang en publicité méta. Le premier parti francophone, je pense que c'est le PTB avec 170 000 € de tête, si je suis bon, avec 170 000 € sur la table. Donc on a des montants qui sont déjà incomparables et on a des utilisations qui sont incomparables aussi. Par exemple, on a des parties qui sont beaucoup plus précis en termes de micro-targeting et d'autres qui sont toujours en train d'un peu découvrir comme ça le système et qui sont plus généralistes ou qui vont promouvoir certains types de publications, là où d'autres essayent de spécifier ce contenu peut aller à telle personne ou va convenir à tel public, etc. Donc on a des logiques aussi, par exemple, comme les partis politiques, ça a été beaucoup le cas en France, mais le Vlaams Belang le fait aussi. Il y a des techniques d'hameçonnage comme ça qui peuvent exister. Par exemple, la NVA joue beaucoup sur des publicités sur le bien-être animal, par exemple. Mais en même temps, qui rentre ici et fait « Bonjour, je m'appelle François, moi je suis pour faire souffrir les animaux ». Enfin, personne. Donc en fait, on voit une publicité sur le bien-être animal et on se dit « Ah, génial, moi je soutiens, je like le bien-être animal ». Une fois qu'on a liké la publication, on va être invité à aimer la page. Une fois qu'on est invité à aimer la page, peut-être qu'on va nous inviter à une conférence, peut-être qu'on va nous donner d'autres types de contenus. Et en fait, c'est tous des types d'accroches comme ça qui peuvent exister. Certains partis politiques vont aussi jouer avec des espèces d'affiches très générales, avec une image très standard, et puis une proposition du programme ou un mot choc ou une phrase choc. Et donc, chacun va pouvoir la republier, la repartager, et ça va devenir viral, et c'est comme ça qu'on augmente sa visibilité. Si je peux relativiser. J'en perds mes mots. Il faut à un moment se rendre compte aussi qu'un like ne veut pas forcément dire un vote. Un bon exemple que j'aime bien mobiliser, c'est la question de la campagne de Barack Obama. Sa première campagne, certains journalistes ont expliqué que si les réseaux sociaux n'avaient pas existé, Barack Obama ne serait pas devenu président des États-Unis. Parce qu'il a eu une campagne justement très forte sur les réseaux sociaux. Sa chef de communication a répondu, vous savez, on n'en a aucune idée en fait. On a eu des milliers de likes, mais on n'a aucune idée finalement de combien de votes on a gagné par rapport à ces likes. Et finalement, on n'a peut-être pas gagné la présidentielle grâce aux réseaux sociaux, mais peut-être uniquement parce que Barack Obama est allé dans l'émission de Oprah Winfrey, par exemple. Donc en fait, ça dépend et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des partis politiques qui ont mis énormément d'argent sur la table pour se faire connaître, pour montrer leur transformation. Je pense notamment au PTB, qui a mis énormément d'argent sur la table pour présenter sa nouvelle image, son nouveau discours, pour se faire connaître auprès du grand public et auprès des jeunes. Et maintenant, en fait, le PTB a diminué le financement sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que un like ne fait pas un vote et donc le PTB va avoir une logique beaucoup plus participative ou de rencontre. Maintenant qu'on est connu, maintenant que tout le monde sait qui est le PTB, maintenant que tout le monde connaît notre positionnement politique et idéologique, et bien en fait il faut essayer que les gens votent pour nous. Et donc le PTB va moins agir sur les réseaux sociaux, même s'ils sont toujours bien présents, mais va commencer à faire du porte-à-porte, va commencer à faire des activités de quartier, va commencer à essayer de faire des conférences, à essayer de faire rencontrer les gens. Parce qu'une fois qu'on va à une conférence, une fois qu'on fait l'effort physique de se rendre à une activité politique, peut-être qu'on va pouvoir échanger, peut-être qu'on va pouvoir rencontrer, et là alors on peut plutôt traduire en fait un débat en vote par après. Et convaincre du coup. Oui. Et est-ce que par exemple Meta, vu que c'est un peu le géant, pourrait décider d'influencer, de justement plus représenter ou des choses comme ça, où ils sont sur une sphère beaucoup plus économique, donc tant que tu payes, on va diffuser ton produit. Parce que je pense que la RTBF, ou peut-être que d'autres médias, il y a une espèce
de donner la parole de façon égale à tous les partis. Oui, donc les chaînes de radio et les chaînes de télévision doivent rendre un document auprès du CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour essayer en fait d'expliquer les débats qui vont être organisés pendant la période électorale. Ça peut être un équilibre pur, c'est-à-dire tous les partis politiques ont droit au même temps de parole. D'autres peuvent plutôt privilégier des proportionnels. Parce qu'il a X% de sièges, on va lui donner X% de parole. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça doit être explicité dans les documents que les chaînes de télé et de radio vont envoyer au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce qui n'est pas le cas des médias papier. Alors, ils ne le feront pas parce qu'en fait, ce serait contre-productif. Mais si la Libre, demain, décidait par exemple de n'interviewer ou de faire des articles que sur le MR, par exemple, ils peuvent le faire. Mais tout le monde se dirait, bon, pourquoi est-ce que j'achète ce journal, etc. Donc on ne le fait pas, mais il y a moins de contrôle, là où, à l'inverse, la radio et la télévision sont contrôlées. Sur Meta, qu'est-ce qui se passe ? En fait, Meta et les réseaux sociaux, il faut se poser aussi la question, c'est quoi l'objectif ? C'est quoi l'intérêt, en fait, de Meta ? En fait, le but d'un réseau social, c'est pas de faire de nous des bons électeurs ou des bonnes électrices. Le but d'un réseau social, c'est pas nécessairement de nous informer, d'exercer notre esprit critique ou notre citoyenneté. Le but d'un réseau social, c'est quoi ? C'est de nous faire rester une seconde de plus dessus, 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 une seconde de plus dessus. Le but d'un réseau social, c'est quoi ? C'est que plus on reste dessus, plus en fait on va pouvoir mettre des publicités, plus on va pouvoir récolter des sous par les annonces publicitaires. Donc le but du réseau social, c'est ça. Après, on s'est rendu compte que Facebook a été mis à mal et a été très critiqué dans l'actualité à plusieurs reprises. Je pense notamment au scandale Cambridge Analytica. Et donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, petit à petit, mais ça reste vraiment léger, par rapport à leur capacité d'action et à la puissance qu'ils peuvent avoir d'un point de vue médiatique, en fait, petit à petit se rendent compte de leur situation et de leur responsabilité par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la diffusion de fake news, la diffusion de fausses informations, la diffusion de contenu haineux. Et donc, dans certains cas, ont des partenariats avec des médias. Je pense notamment au Monde en France, c'est-à-dire qu'en fait, Meta peut envoyer des contenus à des journalistes du Monde qui vont faire du fact-checking, vérifier, expliquer c'est un contenu faux, c'est un contenu exagéré, c'est sorti de son contexte, c'est produit par une intelligence artificielle et en échange vont être rémunérés, donc le Monde va être rémunéré, ce qui permet de lutter contre la désinformation ou les fake news. Maintenant, comme je disais, depuis quelques années, Meta a été sous le feu de la critique par rapport à ces questions de diffusion des fake news, par rapport à cette question d'ingérence d'entreprises dans le domaine politique. Et donc là, on est même plutôt dans l'effet inverse. On se rend compte que Meta, par exemple, aujourd'hui, diminue en fait la visibilité de certains contenus politiques pour pouvoir dire, regardez, c'est pas de ma faute, nous on a fait un effort, etc. Mais diminuer la visibilité de certains contenus politiques, c'est aussi en fait diminuer les capacités d'information de chacun et sensibilisation par rapport à certains sujets. C'est ça qui est difficile, mais c'est ça que je trouve aussi passionnant dans mon domaine qui est la science politique, c'est que c'est jamais tout blanc ou tout noir et que tout problème nécessite une solution, mais que toute solution apporte aussi des problèmes. Et donc, il faut toujours essayer de voir ces logiques d'équilibre et comment est-ce qu'on peut s'en sortir par rapport à tout ça. Mais bien sûr, les réseaux sociaux ont une influence et non négligeable. On ne peut pas lutter contre les fake news tout seul à son niveau. Il faut le faire, mais les réseaux sociaux ont leur responsabilité et cette responsabilité doit être questionnée, notamment en période électorale, qui sont des périodes très sensibles par rapport à ces questions-là. Ah voilà, il y a une question de ce côté. Il faut bien parler dans le micro. Mais du coup, le problème, c'est que oui, s'ils font la pub avec, ils font la pub avec les réseaux sociaux, mais le problème, c'est que des fois, ça vise pas toujours une audience belge. Par exemple, sur TikTok, il y a des politiciens qui font leur pub via les réseaux sociaux, mais ça arrive pas toujours chez les Belges. Ça arrive chez des gens d'autres pays, par exemple en Allemagne, au Royaume-Uni ou autre. Donc c'est ça un peu le problème, c'est que ça vise pas toujours les Belges. Donc ça change un peu rien de faire leur pub sur les réseaux sociaux si ça vise pas les Belges. J'imagine que ça doit être diffusé dans d'autres pays parce que c'est repartagé ou des choses comme ça, à d'autres nationalités. Après, le problème, c'est que si c'est pas aux Belges, c'est pas utile. Enfin, ils perdent de l'argent à faire leur pub pour que ça atteigne des gens qui sont pas du tout concernés par ça. Je peux répondre à sa question. Pour moi qui suis en finance et qui s'y connaît pas mal, je sais que concernant les publicités, tu peux choisir soit ton pays ou soit le monde entier littéralement.
Donc s'ils font des publicités, logiquement, ils ont choisi de le faire, surtout si c'est via les réseaux sociaux, de limiter à ce que la pub soit restreinte au pays d'origine. Ouais. Donc tu risquerais pas de trouver le PTB sur une annonce d'Australie. Ouais. Un Australien va jamais tomber avec ses serpents qu'il a. Ah tiens, Belgique PTB, tu vois. Donc, Mais après, c'est possible que ça arrive dans un autre pays européen, vu que c'est proche de la Belgique ou pas? non. Tu peux vraiment choisir, même si tu es en Europe, tu peux vraiment choisir. Si par exemple un Français veut faire sa pub et qu'il est ça en France, il peut bloquer l'accès aux autres pays et que ce soit que les Français qui voient la publicité en question. Ok, merci. Après, si tu as sûrement vu, enfin, si des personnes à l'étranger voient des publications de politique belge, c'est probablement pour soit discréditer le pays ou justement le rendre plus attractif. Donc, Ouais, du coup, ça a aussi. probablement quand même un sens politique. Après, peut-être que si c'est une publication qui fait un peu le buzz, des trucs comme ça a sûrement du sens, mais voilà, moi je pourrais pas répondre plus justement à ça. Ok, merci. Je vous en prie. Oui, justement, j'ai un petit exemple par rapport à ça. Du style, il y a beaucoup de vidéos justement qui tournent en Europe. Pourtant, c'est pas pour viser spécialement la France, mais Jordan Bardella et tout. Pourtant, ça vise pas forcément un public français. Donc, pour ça, je comprends pas trop. Mais en fait, ça peut dépendre, hein, parce que, comme on l'a dit, parfois il y a des vidéos. Les vidéos sont, si on suit la page, si on like la page, le profil, alors on peut aussi voir ce type de vidéos et ça peut être partagé. Et il ne faut pas négliger que, par exemple, là, en Belgique francophone, on est très proche en fait du monde français et des informations françaises. J'aime bien toujours rappeler que l'émission la plus regardée en Belgique, c'est quand même le débat au second tour des élections présidentielles. Donc en fait, ce que les Belges regardent le plus, c'est des débats politiques français, parce que ça nous parle aussi, parce que ça éveille toute une forme de compréhension et des cadres. On est intéressé par la politique française, on comprend la politique française. Moi, j'ai participé à des recherches dans différentes écoles et des tables rondes avec différents étudiants, et je me rendais compte qu'ils connaissaient mieux la politique française que la politique belge, par exemple, parce que ça leur paraît plus simple, plus évident, plus lisible, plus compréhensible. Et on a des personnalités comme ça qui essayent aussi de... comme Jordan Bardella, donc, qui est le président du Rassemblement national en France, qui est tête de liste pour les élections européennes, qui va aller siéger, enfin qui espère siéger au sein du Parlement européen, et qui va devoir faire des coalitions avec d'autres partis au sein de l'Union européenne. Et donc son groupement, c'est Identité et Démocratie. Et par exemple, au sein d'Identité et Démocratie, il y a le Vlaams Belang qui siège. Donc il y a des liens qui existent, il y a des similitudes qui existent. Jordan Bardella était... présent lorsque le parti d'extrême droite belge chez nous a fait son lancement également. Donc il y a des partenariats comme ça qui peuvent exister, des approches transnationales qui peuvent exister, qui peuvent jouer là-dessus, même si en général, sur les réseaux sociaux, ce qu'on imagine être... les influenceurs ou les influenceuses, par exemple sur YouTube, etc. Beaucoup de francophones suivent des influenceurs ou des youtubeurs français, que ce soit par exemple des chaînes d'information comme je pense à Hugo Décrypte, peut-être que vous connaissez Hugo Décrypte, ou alors des influenceurs. On peut suivre les mêmes influenceurs. Je sais pas, vous suivez quel influenceur? C'est qui le gars là, qui est parti au Mont Everest là Inoxtag. Mais il n'est pas français, lui. Il est pas français. Il est français? Enfin, Il est français. il est français. Ok. Ah oui, un bon exemple. Là, on peut le suivre. Pourquoi? Parce que ça peut nous intéresser. On peut avoir envie de savoir, etc. Bien sûr, oui. Et c'est déjà trop vieux, Squeezie et tout ça. Ouais, Non. Oui, ok, d'accord. Mais parce que ça techniquement, c'est un français. Mais en fait, ça peut nous parler, ça peut faire sens aussi. Finalement, on joue au même jeu, on parle la même langue et on peut bien s'amuser en le regardant. Donc, il ne faut pas imaginer que... C'est aussi toute la possibilité... c'est comme tous les outils, les réseaux sociaux, c'est un outil à voir si on en fait le meilleur ou le pire avec. Mais à l'origine, c'est quand même la gratuité de l'information, la transparence... justement mettre fin à cette distinction entre médias et citoyens, c'est-à-dire qu'on peut tous être journalistes. Enfin, il y a un travail journalistique à fournir, il y a quand même des études, un mode de fonctionnement, le respect des sources, l'information, etc. Mais je veux dire, on peut tous
je vais le dire comme ça. On peut tous participer à l'information, on peut tous émettre de l'information et recevoir de l'information. Donc Internet, c'est beaucoup plus horizontal. Ça casse aussi les corps intermédiaires et les garde-fous. Et donc on a une plus, ça peut être gratuit, ça peut être direct. Donc ça apporte des possibilités incroyables. Maintenant, c'est les mêmes possibilités incroyables qui peuvent être données à quelqu'un qui veut répandre des fake news ou autre. Donc c'est à ça, c'est des questions à se poser. Oui. Très bien. Je pense qu'on va bientôt clôturer. Est-ce qu'on peut encore poser une question? Si quelqu'un a encore des questions, je t'en prie. Moi, j'ai une question qui m'intrigue. C'était surtout par rapport au point de vue de Barack Obama, etc. Est-ce que c'est une question un peu générale pour tout le monde? Mais est-ce que vous pensez que ce serait possible de voir un étranger Premier ministre en Belgique? Alors déjà, il faut voir si c'est possible. Hein. Par exemple, il y a eu toute la question, Barack Obama, c'est la question de son certificat de naissance. S'il n'était pas né aux États-Unis, il n'aurait pas pu être désigné président des États-Unis. Donc, il y a eu tout un complot comme quoi, en fait, il était né au Nigeria, c'est ça? Indonésie, je pense. Indonésie? Non, j'ai un doute. Je sais plus. Enfin, c'est pas comme quoi je traîne pas assez sur des sites complotiste encore. Donc il y a cette idée qu'en fait il était né à l'étranger et donc ouais, je sais plus du tout. Je crois que c'est pas. Et donc que c'est un faux certificat de naissance qui a été fait. Ça a été critiqué par Donald Trump, notamment à l'époque, qui expliquait qu'il n'aurait pas pu être président parce qu'il était né à l'étranger. Et donc il y a quand même cet aspect-là qui joue. La question de la nationalité, il faut avoir la nationalité du pays pour se présenter aux élections et pour exercer certaines compétences ou certains postes, comme notamment le statut de chef d'État, de président, de Premier ministre, etc. Oui. Personnellement, je pense que ce serait possible, mais alors il faudrait juste que les Belges apprennent à accepter la différence et apprennent à accepter les gens différents. C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce qu'on peut encore poser une question ou est-ce qu'on peut clôturer Est-ce que quelqu'un... Oui, une question? Non, on peut clôturer. Mais en tout cas, je vous remercie à tout le monde d'être venu et participer à cette petite web radio consacrée aux élections. On était avec François Debras. Je ne sais pas si toi, tu as une chaîne où on peut te retrouver ou quelque chose comme ça. Si, moi aussi, je suis influenceur. Non, je ris. Mais oui, en fait, tout d'abord, merci à vous de m'avoir invité. Merci pour vos questions. Je trouvais ça très intéressant et passionnant de discuter avec vous. Et si, en fait, moi, vous pouvez me retrouver sur Facebook ou sur Instagram ou pour les contenus vidéo et audio sur plutôt YouTube et Spotify. Ça s'appelle Popex. Donc Popex, c'est quoi? C'est l'abréviation de populisme et extrémisme. Donc P-O-P-E-X, Popex. Et en fait, je fais différents podcasts à la fois visuels et audio sur des thématiques comme par exemple la différence gauche-droite dont on a parlé, sur la question de la démocratie. En 10 minutes, je vous explique c'est quoi la démocratie. En 10 minutes, c'est quoi une fake news. En 10 minutes, c'est quoi l'extrémisme. Différents débats comme ça. Alors, je fais aussi des podcasts plus longs. Sur, par exemple, les algorithmes sont-ils d'extrême droite, sur la liberté d'expression, est-ce qu'on a le droit de tout dire en Belgique, ou alors j'essaie d'avoir des angles spécifiques, je le disais tout à l'heure, sur, par exemple, parler politique. Parler politique, c'est pas toujours évident d'y entrer par l'histoire politique belge, par les partis, par les institutions, donc j'essaie de prendre d'autres portes d'entrée, notamment les films, donc j'essaie de faire des podcasts sur des films qui parlent de politique. Le dernier qui est sorti, là, c'est sur un film de John Carpenter, sur They Live, donc un film qui, à sa façon, nous parle un peu d'un complot et de certaines extraterrestres qui se cacheraient derrière des peaux humaines pour essayer de nous contrôler. Et en fait, derrière de ça, on peut parler de beaucoup de complots, on peut parler de certaines formes de domination, etc. Donc, parler de politique à travers les films, c'est aussi quelque chose que j'aime bien faire et que j'essaye de promouvoir. Donc ça, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne Popex, P-E-P-E-X, sur YouTube, Spotify, Facebook et Instagram. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. C'était un podcast organisé par Info Jeunes Waterloo et la Maison des Jeunes de Waterloo. Oh.